Deren, vous êtes membre de la direction générale de SGS SA. Absolument. Comment? Absolument. Absolument. Et vous allez nous dire comment rester innovant en Chine. Vous avez la parole. D'accord. En fait, j'ai le plaisir de pouvoir représenter un petit peu le secteur privé dans cette magnifique réunion. Et en fait, je passe à la prochaine étape. Notre métier, en fait, est assez simple. Notre métier, c'est l'inspection, les essais, la vérification, la certification, la formation, le conseil, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et nous traitons aujourd'hui avec à peu près l'ensemble du monde industriel. Ce qui veut dire que automatiquement, on est obligé de participer à l'innovation du monde industriel et d'adapter constamment les outils que nous avons à disposition pour aider les entreprises à confirmer le fait qu'ils respectent les normes internationales en matière de sécurité, en matière d'environnement, etc. Et que nous sommes constamment sollicités pour des questions d'innovation, de technologie, etc. Donc, on a un avantage comparatif quelque part, dans la mesure où on est un peu éclectique et on a la possibilité de rencontrer tout le monde et d'être au courant un petit peu des différentes évolutions de technologie et de ce qui se passe. Bien souvent, je vous donne un exemple, si tout d'un coup une société sort une imprimante 3D, eh bien, c'est très bien, elle a sorti son imprimante 3D, mais il faut la vendre. Pour la vendre, il faut respecter un certain nombre de standards, il faut respecter un certain nombre d'exigences, il faut qu'il y ait une certaine fiabilité du produit, etc. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes appelés à intervenir. Donc, nous participons quelque part à la coélaboration du produit qui permettra ensuite un produit d'être vendu sur les marchés. Je me tourne maintenant vers la Chine. Nous avons établi une joint venture en 1991 en Chine, une des premières sociétés d'inspection autorisées à ouvrir une joint venture. Nous avons fait ça avec une entité étatique. Aujourd'hui, nous avons 15 000 collaborateurs dans 70 locations ou bureaux, avec plus de 150 laboratoires qui appuient le travail fait par nos équipes, couvrant l'ensemble des industries du pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, dans les années 80, comme le professeur Joliet l'a dit, l'inspection était extrêmement basique, était extrêmement simple, c'était des textiles, c'était des produits de low-tech, produits, etc. Et c'était plus une inspection physique qu'autre chose. On allait regarder le produit, on mesurait la chemise pour voir que la manche gauche ne soit pas plus longue que la manche droite, etc. On était un peu le représentant du client en Chine pour s'assurer que ses intérêts soient protégés. Ensuite, on a très vite, rapidement vu l'évolution. Et c'est là qu'on a commencé à construire une grande quantité de laboratoires parce que d'un côté, les clients voulaient que leurs produits soient plus performants d'un point de vue d'un certain nombre de fonctionnalités. Et de l'autre côté, l'environnement a aussi complètement changé dans la mesure où il y a de plus en plus de normes. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine ou un mois où il n'y a pas une nouvelle norme qui est mise en place pour protéger le consommateur. À tel titre, aujourd'hui, probablement la prochaine norme que vous allez voir arriver, c'est en matière de cyber security, où tous les consommateurs ont peur des risques liés à la cyber security, et que s'il n'y a pas une norme qui est mise en place rapidement, ce qui sera le cas en 2019, là, il y aura un besoin de mettre quelque chose en place, et les gens voudront que cela. Donc là, on a développé un énorme outil de testing de laboratoires à travers le pays pour aider d'abord les importateurs ou les acheteurs étrangers à demander la confirmation que les produits fabriqués en Chine soient conformes aux standards exigés en Union européenne, par exemple, tout ce qui est la directive sur les jouets, et également les clients étrangers, clients locaux qui ont commencé à nous approcher en disant « Voilà, j'aimerais bien construire un projet, un produit, mais est-ce que vous pouvez m'aider à m'assurer qu'il est respectueux des normes mises en place dans les pays dans lesquels j'aimerais exporter? Et par la même occasion, si vous pouvez nous aider à nous indiquer quel genre de normes auxquelles on doit se conformer pour pouvoir vendre nos produits. » Donc une évolution vers le conseil qui est la troisième dimension où aujourd'hui on voit de plus en plus de sociétés chinoises qui viennent avec leur département Research and Development en disant voilà, on aimerait développer telle technologie, tel produit, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu en matière de quelles sont les exigences en matière de testing, de certification, d'audit? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être plus compétitif sur les marchés à l'étranger? Il y a l'autre élément, bien entendu, aussi très sensible en Chine, qui est la question de l'alimentaire. Comme vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes dans la matière alimentaire. Le Chinois a, d'une manière générale, assez peur de la qualité des produits. Et nous avons mis en place, et nous travaillons étroitement avec des sociétés chinoises, pour mettre en place des programmes de traçabilité pour vérifier l'origine des produits alimentaires.
L'autre grande explosion, comme M. le ministre l'a mentionné, c'est le e-commerce. Le commerce online qui aujourd'hui capture une énorme quantité du commerce en Chine, où il y a aussi, malgré tout, quelques surprises. Il y a eu des problèmes de contrefaçon, il y a eu des problèmes de mauvaise qualité, etc. Et nous avons été appelés à travailler ensemble avec des grandes sociétés telles que Alibaba pour développer différentes solutions les permettant de ranker, de donner une certaine crédibilité à certaines des personnes qui vendent sur leur site. Une fois encore, on voit ici un mélange de clients étrangers et de clients locaux qui veulent que l'on les aide dans leurs efforts, etc. Donc, quelque part, pour nous, on est continuellement obligé d'innover dans ces processus. On a un élément de recherche et de développement. On a à peu près 142 brevets, je ne sais pas s'ils figurent dans les statistiques, professeur, déposés en cours des dernières années, essentiellement sur des méthodes et des technologies ou des équipements qui ont été construits conjointement avec des sociétés locales. C'est essentiellement des efforts internes, nos gens qui voient la possibilité de développer des nouvelles technologies ou des nouveaux produits. En effet, il y a beaucoup d'universités, mais ce n'est que récemment que les universités se développent et vont dans une approche un peu plus commerciale, recherchent le contact, la relation avec les entreprises pour pouvoir développer conjointement des solutions, des produits qui pourront être ensuite mis sur le marché à travers des sociétés telles que la nôtre. Enfin, petite point d'interrogation, le financement pour les sociétés étrangères dans le domaine de la recherche reste encore un petit peu faible. Nous avons beaucoup d'incentives mis à disposition par des gouvernements locaux pour amener nos opérations là-bas, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est accompagné par un financement de la recherche. L'innovation. Donc, nous voyons l'innovation sous 3 piliers. La première, c'est ce qu'on appelle le drill down, c'est-à-dire un client vient vers nous, dit « j'aimerais faire tel produit, aidez-moi à faire mon produit ». Et donc là, on met toutes les ressources du réseau en place pour pouvoir aider ce client à faire en sorte que son produit soit le plus rapidement sur le marché, dans les meilleures conditions possibles et avec le plus grand potentiel d'achat. Ensuite de quoi, il y a ce qu'on appelle l'innovation horizontale. Nous avons un groupe énorme avec des centaines d'affiliés à travers le monde et une innovation qui est développée par exemple au Japon ou aux États-Unis ou au Mexique peut être très rapidement rapportée sur le territoire chinois à travers le système que l'on a de networking. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'innovation verticale, c'est-à-dire, et une fois encore, comme vous l'avez mentionné, professeur Joly, développer des services locaux, parce que le marché en Chine aujourd'hui a explosé. C'est un énorme marché, il y a beaucoup de consommation localement, et donc le consommateur chinois veut aussi voir des produits qui sont respectueux de certaines normes chinoises ou internationales, etc. Et donc, nous développons des quantités de nouveaux services locaux à dessein du marché local et qui ne vont pas nécessairement aller à l'étranger. Aussi, nous voyons une énorme mobilisation de nos ressources dans les différents laboratoires pour revoir les processus et les technologies. Il y a une passion pour essayer de faire mieux. On a des outils, on a des machines, on utilise des procédures, etc. Et régulièrement, on a des gens qui viennent en disant on peut faire mieux, faisons ceci, faisons cela. Et l'implémentation est extrêmement rapide parce que c'est géré sous la forme d'un projet et le résultat doit être le plus rapidement possible. D'ailleurs, on fait chaque année une campagne, un certain nombre de campagnes au sein du groupe SGS où les 95 000 personnes membres du groupe SGS ont la possibilité d'amener des idées dans le domaine de l'innovation. Et lorsqu'on parle, par exemple, de technologie ou de robotique, le numéro 1, c'est toujours la Chine. C'est eux les premiers qui viennent avec des idées, et des idées extrêmement concrètes qu'on peut mettre en place rapidement. L'autre chose qu'il faut que je respecte énormément en Chine, c'est qu'on teste et on décide si on garde ou on ne garde pas. On ne reste pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans à continuer à tester si on voit qu'il n'y a pas un marché potentiel pour ce produit. Donc, exemple typique, robotisation, on a en Chine aujourd'hui le plus grand nombre d'opérations robotisées avec des développements qui ont été faits conjointement avec des entreprises locales où on a des IP conjointes, mais plutôt que d'avoir un homme qui fermait la porte d'une voiture 17 000 fois par jour, on a remplacé ça gentiment par un robot, ce qui est assez logique. Mais c'est le premier pays à l'avoir fait. On ferme des portes aussi en Allemagne, on les ferme toujours un peu manuellement. Donc, petit à petit, cette expérience en Chine va être transmise dans d'autres pays
et la technologie avance très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette passion pour faire en sorte que ça avance. On a maintenant ce qu'on appelle un collègue digital. On est en train de regarder pour avoir certains robots, des robots un peu de conversation dans certains de nos bureaux à l'entrée, mais ce que l'on a développé plus particulièrement, c'est dans nos bureaux d'administration l'utilisation du RPA, c'est-à-dire le programme automatique, robotisé, qui permet de merger des informations très rapidement plutôt que d'avoir des gens qui rendent des informations d'un système à l'autre. Étonnamment, on a fait un projet pilote qui a ramené immédiatement des résultats de l'ordre de 36% d'économie, et on était extrêmement surpris à quel point les gens étaient enthousiastes par rapport à ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ça comme une menace. Et je pense que, je reviendrai à la dernière slide, c'est un élément important en Chine, que les personnes n'ont pas peur de la technologie. Et ça, c'est très important. Enfin, ça, c'est ce que j'appelle la surprise. Lorsque je parlais qu'on développe de temps en temps des solutions pour le marché local, la SGS est une société qui fait du B2B. Nos clients sont les entreprises, sont les banques, sont les assurances, sont le monde industriel. On fait quasiment rien par rapport aux consommateurs. Si vous demandez dans la rue les gens qui connaissent SGS, il y a très peu de monde qui connaît SGS. En Chine, on a développé un kit d'échantillonnage pour le formol, qui est une des problématiques en Chine dans les appartements à cause de l'école, à cause des matières que l'on met sur certains meubles, etc. On a développé un kit d'échantillonnage qui permet à n'importe quel consommateur d'aller tester son environnement à la maison, de mettre ça dans une petite pochette, de nous l'envoyer, et nous, on teste ça dans le laboratoire et on leur donne le résultat. C'est vendu à travers les sites de e-commerce, et ça a très bien marché. Et maintenant, c'est la première chose qu'on fait ça. Maintenant, la prochaine, c'est les PM2,5 et la pollution aérienne. Troisième, c'est l'eau. Quatrième, on a une demande pour faire ça. Tout d'un coup, grâce à la Chine, du jour au lendemain, on est rentré sur le marché du B2C. Pour nous, c'était une révolution. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal qui sont en train de penser à ça. Donc, je pense que le plus important dans tout ça, c'est la touche humaine. Pour moi, la Chine est le pays où on a le plus d'enthousiasme par rapport à l'innovation. Là où les gens sont tous impliqués. Tout le monde veut participer à l'innovation et n'en ont pas peur. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'un robot veut dire on remplace une ou deux ou trois personnes par un robot. Là, il n'y a pas de peur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a d'autres opportunités au sein du groupe pour employer ces gens et que bien souvent, il y a une relation. Vous savez, aujourd'hui, on a un robot qui travaille à côté d'un employé et il y a une interaction avec cela. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que pour attirer les jeunes, aujourd'hui, c'est un élément primordial parce qu'on utilise des technologies, on est comment dirais-je, moderne, et que pour les jeunes, c'est intéressant de travailler dans une société moderne plutôt qui est un peu archaïque en utilisant des vieilles méthodes. Beaucoup de modestie parmi les gens qui ont développé ces applications, mais quand même très fiers de montrer les résultats. Et le plus important de tout ça, c'est le leadership. C'est de s'assurer qu'au niveau du leadership, on pousse les gens à développer, à venir avec de l'innovation et des nouvelles méthodes d'opérer. Donc, comment rester innovant? Pour moi, en Chine, c'est peut-être le moindre des soucis. J'ai beaucoup plus de problèmes dans d'autres pays dans le monde, comment pousser l'innovation, pousser les gens de façon à ce qu'ils amènent des nouvelles idées sur la table. En Chine, parfois, je dois même un peu freiner. Des fois, ils sont tellement excités, ils avancent tellement vite, ils ont un tel enthousiasme que c'est plus un petit peu de la gestion de l'enthousiasme que de la gestion de la motivation. Et pour moi, la Chine restera et restera toujours un élément magnifique en matière d'innovation. Voilà, merci.